Il y en avait une, mais ça va faire la transition. D'accord. Dans 10 ans, qui va légiférer, qui va poser les garde-fous et comment seront consultés les citoyens sur ces questions? Qui a consulté sur la vidéosurveillance des PV pour les stationnements? Et du coup, effectivement, je constatais avec ce nombre important de questions sur la démocratie qu'on avait plutôt bien construit notre table ronde. Je ne sais pas ce que tu en penses, puisque c'est le troisième temps. Ça se fait pas de s'auto. Et c'est quand même notable de voir que c'est avant tout sur des questions de démocratie qu'il y a des questions qui se posent sur le futur, on arrive dans plus le que sur cœur, la effectivement, technique. là aussi, de cette discussion qu'on a, parce que ça interroge effectivement les rapports à la démocratie, jusqu'où on veut aller, et quelle place on laisse aux citoyens pour contrôler, donner son avis sur ce qu'on choisit comme dispositif. Est-ce qu'on va jusqu'au drone? Si tout le monde veut des drones, est-ce qu'on y va? C'est vous, Denis Taledec, qui commencez cette fois-ci pour nous parler là de ce qui se passe, parce que vous avez commencé à parler de comité d'éthique, de charte. Qu'est-ce qui se passe à Nantes Métropole sur l'utilisation de ces dispositifs pour garantir les libertés? Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui? Et quelle place on pourrait imaginer laisser aux citoyens dans ces instances, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui? Enfin, je ne sais pas. C'était un point d'interrogation à la fin. Ah. Je n'ai pas senti le point d'interrogation. Question éminemment complexe. Pour autant, je peux témoigner de ce qu'on a mis en place, puisque notamment la délégation que je porte à l'échelle de la métropole n'existait pas sur le mandat précédent. C'est une délégation jeune. Donc il a fallu donc traiter la question, encore une fois, de la vidéo surveillance sans appréhender la question de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc on a mis en place notamment le CISPD, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est un espace qui réunit à la fois tous les services de l'État, préfet, procureur de la République, DIPN, gendarmerie, général de gendarmerie, etc. Sur le volet prévention, tout ce que vous pouvez imaginer en structure qui existe. Le volet judiciaire, pareil, il y a le procureur, etc. etc. Je ne vais pas faire le détail, autrement on en a pour 3 heures. Et puis qui réunit aussi sur des thématiques précises des citoyens qui peuvent y participer. Je pense qu'il devra évoluer, notamment dans sa composition, et voir un peu comment on peut aussi faire évoluer la participation citoyenne, notamment avec des instances comme celle-ci, là-dessus. Mais bon, c'est jeune, hein, ça a été créé il y a 2 ans. Il a fallu déjà l'installer dans une dynamique partenariale avec les 24 communes, et croyez-moi, c'est pas toujours simple. Pour autant, j'ai voulu en faire l'objet et la clé de voûte de la politique sécurité et prévention à l'échelle de la métropole. Et pour ce faire, il faut prendre... je suis intimement persuadé qu'il faut objectiver les faits pour prendre un peu de hauteur, les analyser géographiquement par la typologie de faits et aussi dans la durée, et avoir un observatoire dynamique, en fait. Et puis benchmarker les choses par rapport aux autres métropoles et à des phénomènes internationaux. On sait très bien que 60% des problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui en fait de délinquance sont quand même liés aux stupéfiants. Voilà, en tout cas majoritairement. Tout ça engorge tout le système et donc réinterroge tout le système et aussi notre approche de la question. Et donc, on a mis en place l'observatoire, en fait, des faits d'insécurité dont les premiers chiffres vont sortir, des chiffres qui sont benchmarkés avec les autres métropoles, aussi en interne à l'échelle de la métropole entre communes, sur les différents faits d'insécurité. Et puis, de manière concomitante, on a mis en place aussi une observation sur le sentiment d'insécurité. Voilà, par rapport à ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que sur la situation nantaise, et je le dis, et je m'en suis jamais caché, oui, la situation nantaise s'est dégradée sur 10 ans, très concrètement. Quand on regarde par contre les faits objectivés, eh bien, à l'échelle qu'on compare à des métropoles équivalentes,
bah, c'est pas pire à Nantes qu'ailleurs, en fait. Et on vit des phénomènes nationaux, internationaux par rapport à ça. Sauf que le Nantais et la Nantaise, normal, logique, ils vivent leur quotidien. Et leur quotidien, il est fait de ça et amplifié par tout un phénomène de réseaux sociaux et de médias qui ont surmédiatisé des faits divers. Ça a fait une bulle et ça a donné un sentiment d'insécurité qui a amplifié le phénomène. Donc la question, c'est comment on arrive à joindre les deux bouts. Et la sécurité, c'est l'affaire de tous. Mais pour autant, une république, elle ne tient que si elle garantit la sécurité des personnes et des biens. Ça, c'est une responsabilité qu'on a collectivement par rapport à ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut mobiliser au quotidien et puis réembarquer l'ensemble des citoyens, tout en faisant juste, parce que je pense que c'est éminemment politique, le distinguo entre deux choses, entre la sécurité des personnes et des biens et le maintien de l'ordre. Ce pas nécessairement les mêmes approches, ce pas nécessairement les mêmes questions, et que tout ça a été très flouté, et que je pense qu'il est temps qu'on réinvestisse tous ces champs avec le plus de clarté et d'objectivité par rapport à ça. Et donc il y a des citoyens dans cet observatoire sur le sentiment d'insécurité, de sentiment d'insécurité? Alors cet observatoire, c'est notamment est porté par un groupe de travail de 24 communes avec l'ensemble des membres. Et donc il y a des citoyens qui participent au CISPD aussi. Et on a fait une enquête avec la fac avec la fac de sociaux, avec le M2 de criminaux, sur le sentiment d'insécurité et des citoyens qui ont été enquêtés par rapport à ça. On restituera les données. Et puis, juste, j'ai oublié de le dire, il y a un comité éthique sur la ville de Nantes qui a été mis en place avec la vidéoprotection, sur lequel il y a 5 collèges, donc un collège de citoyens, des universitaires, des juristes, les services de l'État, et les élus d'opposition et de la majorité quant à l'utilisation pour se garantir de la bonne utilisation de la vidéoprotection par rapport à ça. Il peut s'autosaisir, il peut aller au CSU lorsqu'il désire, maîtriser l'ensemble des données et il se réunit au minimum une fois par an. Merci. Juste l'observatoire, ça sort quand vous avez dit prochainement? Bientôt? Vous voulez un scoop? Oui. Ça sera certainement au mois de mars, en fait, les données. Ce sera proche. Et ça sera tous les ans, après. Et on aura des données dynamiques pour voir ce qui évolue, effets négatifs et positifs. Mais moi, je suis de ceux, je suis non encarté, je tiens à le dire. J'ai monté une démarche citoyenne lors des dernières élections. Et je ne renie pas de la démarche que j'ai montée. Et ce que vous posez, en fait, collectivement, c'est la question de la démocratie représentative versus démocratie participative. Je pense qu'il y a un entre-deux, il faut lier les deux, parce qu'il y a besoin de démocratie aujourd'hui en France. Et on va enchaîner rapidement avec Thomas de Juscam, puisque on tient notre timing. Il y a un maître du temps qui nous regarde. Comment on maintient l'équilibre entre les demandes de sécurité et puis le respect des libertés individuelles? Est-ce qu'il y a quelque part dans le monde un endroit où on arrive à composer avec ces besoins-là? Et est-ce qu'il y a des citoyens qui s'impliquent? Comment vous voyez la place du citoyen dans ces moyens de contrôle et de décision? Déjà, pour maintenir quelque chose des contre-pouvoirs, c'est pas facile. Parce que je pense qu'il y a la question des contre-pouvoirs. Alors, il y a la CNIL qui joue ce rôle. Il y a aussi des comités d'éthique. Il y a même des chartes éthiques. Moi, ce que j'ai observé, notamment sur Lille, c'est une enquête que j'ai publiée dans le média en ligne Médiacité, c'est qu'il y avait tout le dispositif de contre-pouvoir qui existait. La CNIL qui surveille, la CNIL qui oblige à faire ce qu'on appelle des analyses d'impact sur la protection des données. En gros, quand vous êtes une ville, que vous voulez faire de la vidéosurveillance algorithmique ou pas, vous devez fournir à la CNIL une analyse d'impact pour dire est-ce que le dispositif est mesuré, pourquoi on l'installe. Et la CNIL va s'assurer que le dispositif est proportionné, même si elle ne peut pas l'interdire. Elle n'a plus ce pouvoir, en tout cas, ce qui est aussi problématique. La ville de Lille a créé un comité d'éthique qui se réunit normalement 2 fois par an.
avec des élus d'opposition. Donc sur le papier, tout semble parfaitement équilibré et patatras, on utilise Briefcam depuis des années. Reconnaissance faciale. Pardon, Briefcam, logiciel ultra sécuritaire de vidéosurveillance algorithmique. Ni le comité d'éthique n'a été averti. L'adjoint à la sécurité dit qu'il était au courant, mais qu'il n'avait pas connaissance de tous les usages. La CNIL n'a évidemment pas reçu d'analyse d'impact. Donc les contre-pouvoirs existent, la réglementation est présente, mais il y a clairement un énorme trou dans la raquette, puisqu'on le voit sur le cas de Lille, hein, et moi j'essaye aussi d'enquêter sur d'autres villes. Et effectivement, il n'y a pas de regard citoyen là-dessus, en fait, suffisamment efficace, hein, de mon point de vue. Et la CNIL, pour ne prendre que son exemple, j'ai un avis assez critique que je vais assumer ici, mais la CNIL, pour moi, joue un rôle d'accompagnateur de ces technologies de surveillance. Elle sert d'une certaine manière le chercheur Félix Tréguer, qui est aussi un des membres fondateurs de la Quadrature du Net, hein, qui lutte contre la surveillance. Hein, il y a un parti pris très fort. Mais effectivement démontre que effectivement, la CNIL accompagne les sociétés et les villes qui veulent s'équiper plutôt qu'elle n'interdit, hein, des projets de vidéosurveillance algorithmique ou de vidéoprotection. Les projets, on en parlait en début de débat, se démultiplient, la vidéosurveillance continue, le nombre de villes continue à s'équiper, le nombre d'éditeurs de logiciels qui proposent ces logiciels-là croissent, et leur chiffre d'affaires augmente. Donc les contre-pouvoirs, d'une certaine manière, je simplifie un petit peu, j'en suis conscient, mais on n'a pas une baisse de la vidéoprotection ni de ces systèmes de vidéosurveillance. Qui surveille les surveillants? C'est une question que j'ai envie de poser. Et je pense qu'un regard citoyen, pour répondre à votre question, il peut être intéressant. C'est difficile, il faudrait, je ne sais pas, un espèce de comité qui serait... dont le comité serait choisi au hasard, enfin, qu'on ait des personnes qui puissent vérifier tout ça de manière comme une espèce de contre-pouvoir, mais là-dessus c'est aux citoyens de s'emparer de ça. Mais je finis peut-être là-dessus, c'est aussi le problème des centres de supervision urbains et de la VSA de manière générale. C'est moi, à un moment, j'enquête sur Lille et sur d'autres villes. Notamment à Roubaix, il y a eu la Ligue des droits de l'homme et le syndicat de la magistrature qui a attaqué la ville de Roubaix pour utilisation de la vidéosurveillance algorithmique. Ils les ont accusés de faire de la reconnaissance faciale toujours avec Briefcam. Et effectivement, là, on est obligé de croire sur parole le directeur de la police, il me semble, qui dit non, on ne fait pas de reconnaissance faciale. Moi, je pose la question, si vous voulez jouer la transparence, si vous installez des logiciels pour nous surveiller, donnez-nous par exemple les logs d'activité du logiciel, c'est-à-dire qu'est-ce que fait précisément le logiciel. Si c'est transparent, s'il n'y a aucun souci avec ça, très bien, dites-nous exactement quelles sont les opérations. Et effectivement, derrière, il faut des résultats. Combien d'interventions ça a provoqué, combien d'enquêtes ça a résolu, combien de vies ça a sauvé potentiellement. Ce niveau de transparence, pour moi, il n'y est pas du tout, on n'y est pas encore, et il y a même pour le coup une opacité et des contre-pouvoirs qui jouent pour moi un rôle plus qu'étrange, ou en tout cas qui nous font croire que tout est bien carré, alors que dans certains cas, en tout cas à Lille et dans d'autres villes, ça ne l'est pas. Et l'accès au CSU, alors du coup, vous disiez, Denis Taïdec, que c'est ouvert, c'est ouvert, c'est pas comme un magasin, voilà. Ouais. Donc ça aussi, c'est un sujet. Enfin, si on va au CSU, on voit s'il y a de la reconnaissance faciale. J'empiète sur les questions, je suis désolée. Non, le CSU, c'est pas open, tout le monde peut passer. Vous pouvez comprendre pourquoi. Pour autant, et lorsque vous êtes saisi de cette question, je vous l'ai dit, vous pouvez aller le visiter. Je vous invite à y aller. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est pas non plus Fort Knox. Et puis, non, il est hors de question que ça se passe comme ça, en tout cas à Nantes. Et si vous me levez à Lièvre, comme vous avez levé, vous m'appellerez. Moi, je prends l'invitation. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir. J'ai un collègue qui est dans la salle dont je sais qu'il n'était pas des premiers convaincus sur la vidéoprotection, qui a été visité. Je suis le premier à lui dire, mais viens, on va aller le visiter ensemble, etc. etc. Et y a pas de, et je pense que d'abord, le débat contradictoire, il est important. Ça, c'est la première chose. Il faut assumer aussi ce qu'on peut faire. Et l'assumer, c'est le mettre en transparence. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur. Si des outils deviennent opaques, c'est qu'il y a un loup.
petit peu. Et donc, moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Il y a même pas, pour moi, il n'y a même pas il y a pas de sujet, en fait, puisque Les c'est l'outil de tout invitations le sont monde. prises et on lance les questions. Oui. Dernier temps d'échange entre vous. Il va être court parce que je suis Il va être désolée, moi. court. Ouais. Avec cette fois 2 questions. L'idée, c'est à la fois d'échanger sur l'évolution de la démocratie. Selon vous, qu'est-ce qui devrait, enfin, l'évolution, comment faire de ce sujet une question démocratique? Vous pouvez poser des questions, comme on l'a fait jusqu'à maintenant à Thomas et Denis sur cette thématique. Et il y aura une deuxième question, c'est qu'est-ce que vous auriez envie de dire au panel qui travaille sur cette question et qui va continuer à travailler dessus jusqu'en janvier. Les questions que vous écrivez et ces mots au panel, on ne va pas les traiter là. Et je suis désolé pour tous ceux qui auraient une frustration d'avoir posé une question à laquelle vous n'avez pas trouvé de réponse. J'en ai aussi parfois. Mais rassurez-vous, elles sont gardées et elles vont permettre de nourrir le panel dans leurs réflexions et de se nourrir de vos questions pour faire grandir les leurs. Donc merci pour ça, c'est des cadeaux précieux dans cette démarche. Vous y participez en quelque sorte. Et donc là, un dernier temps à 2, 3 minutes, 2 objectifs. Sur Mentimeter, vous avez la question qui est posée sur... Et c'est la fin. Sur ce temps, sur la question démocratique, qu'est-ce qui vous a intéressé, marqué, questionné, surpris, et quelles questions avez-vous envie de poser? Et juste après, je passerai à une autre question, c'est quel message avez-vous envie de laisser au panel? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi déjà, j'ai envie de leur dire merci. Avons-nous des questions, OL? Je vais prendre les questions et sur Mentimeter, je vais passer à la question d'après sur le message au panel. Vous pourrez continuer. Là, pour l'instant, c'est les questions. Pourquoi le panel n'a pas pu visiter le CSU? Pourquoi ne peut-on... J'imagine que c'est le panel qui a écrit cette question. Pourquoi ne peut-on pas rentrer facilement dans le CSU? Pourquoi ne puis-je pas contrôler l'usage de mes données personnelles? Les membres du panel peuvent-ils se faire une idée et visiter le CSU? Combien de temps sont stockées les vidéos? Comment faire autrement qu'avec la vidéosurveillance? Peut-on faire autrement? Comment dimensionner justement et de manière équilibrée un contre-pouvoir à ce déploiement et cette utilisation de vidéoprotection? Y a-t-il des alternatives existantes à la vidéosurveillance pour pallier au sentiment d'insécurité? Moi, j'ai le droit de visiter le CSU. Peut-être que le panel va avoir le droit de visiter le CSU après ce soir, on ne sait pas. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. En tout cas, moi, je peux confirmer les dires de Monsieur Taledec sur une totale transparence et en tout cas une vraie bonne volonté de transparence vis-à-vis du Conseil de développement. Et merci pour toutes les portes ouvertes. Pour nous, c'est précieux. Notre travail, on peut le faire notamment grâce à ça. On va offrir le mot de la fin à nos 2 invités. Je reviendrai aussi vers vous pour un mot de la fin. Et vous aussi, vous pourrez partager un mot de la fin. Je passe à la question suivante. C'est quel message voudriez-vous partager avec le panel? Si vous retournez sur vous pouvez partager un message avec le panel. Je te passe la main. En silence, puisqu'on va demander à nos intervenants de clôturer en fait chacun à votre tour. Alors, j'ai pas d'ordre de priorité. Qui veut commencer, qui veut terminer? Je vous laisse. Voilà. Thomas Juscam, juste voilà, avec tout ce qui a été dit ce soir, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter encore comme éclairage? Peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'apporter. Et puis, voilà, vous avez libre cours pendant 4 minutes. Tic-tac. Déjà, je tiens à dire que moi, en enquêtant sur tous ces sujets depuis quelques années, je me rends compte que la sécurité, c'est quelque chose qu'on ne discute pas suffisamment ensemble. Là, ce qu'on fait, c'est très bien, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est décidé à des échelons qui n'est pas celui du citoyen. Et je pense que c'est problématique parce qu'on a tous un rapport à la sécurité qui est différent. Les travaux de René Zoberman, notamment sur le sentiment d'insécurité, démontrent ça. On n'est pas égaux dans la rue.
le sexe, l'âge, le milieu social et aussi l'expérience en fait. On a beaucoup plus peur quand on a été victime en fait d'un événement, d'une agression ou autre. C'est d'ailleurs l'élément le plus important sur le sentiment d'insécurité dans leurs travaux. Les médias ne sont qu'une caisse de résonance. D'ailleurs, ils ne créent pas de toute pièce le sentiment d'insécurité, il faut aussi le savoir. Et donc, je pense qu'il faut prendre toutes les sensibilités de chacun pour qu'on puisse les mettre sur la table. Parce que moi, homme trentenaire qui habite à Paris, j'ai jamais peur en fait. Même quand j'ai un coup dans le nez à 4 heures du matin, je n'ai pas peur ni pour mon portefeuille ni pour mon intégrité physique. Et donc il faut faut que les gens puissent s'exprimer là-dessus. Et à mon sens, ça l'est pas fait. Il faut vraiment qu'on prenne en main cette question-là et qu'on n'en ait pas peur. C'est pas qu'un sujet politique à droite, comme on essaye souvent de le faire croire. C'est aussi une politique qui peut se faire à gauche. Et sur la vidéosurveillance, juste sur la sécurité encore, la sécurité, c'est pas que la surveillance en fait pour moi. C'est-à-dire que le problème d'insécurité, le sentiment d'insécurité, moi l'insécurité, en tout cas autour de moi, c'est des gens qui ont peur pour leur emploi, qui ont peur pour la sécurité, pour l'accès à la santé, qui aussi l'accès à l'éducation, ça, ce sont aussi des peurs en fait. Ça, ce sont aussi de l'insécurité, quoi. C'est pas que la sécurité dans la rue, quoi. Donc il faut aussi, je pense, élargir cette focale aux problèmes sécuritaires, réponses sécuritaires. Je pense qu'il faut élargir cette focale, ça me paraît important, parce que le sentiment d'insécurité, d'ailleurs dans les travaux de Zoberman, démontre ça. Hein. Le problème, c'est même pas le terrorisme ni la délinquance. Les gens ont peur pour leur emploi. Quand on fait des enquêtes un peu sérieuses de sociologie, c'est ça qui ressort. Je crois que la délinquance ressort en 4e position, ce qui, moi, d'ailleurs, m'avait surpris. Et sur la vidéosurveillance plus spécifique, et je finis là-dessus, je pense qu'il y a une question qu'on doit toujours garder en tête, c'est combien coûte ce dispositif ? On l'a vu, ça coûte assez cher grâce à l'infographie. Quelle est son efficacité ? Et ça, c'est une question qu'il faut vraiment traiter, parce que tout cet argent-là, ces 5 millions d'euros pour le CSU et ces 660 000 euros annuels de maintenance, qui vont d'ailleurs augmenter avec le nombre de caméras qui vont augmenter, si on les réinvestit ailleurs, dans d'autres politiques qui peuvent faire baisser aussi la délinquance, là c'est pas mon domaine et je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi réinvestir cet argent dans d'autres domaines si on met en corrélation l'efficacité et le coût que ça induit? C'est une question que je pose. Ben, ça tombe bien, comme ça j'ai pas besoin de le faire. Denis Taledec, je vous laisse prendre le micro pour 4 minutes. TikTok. Je vais réagir quand même, parce que j'ai une question. Donc, je réagis à cette question avant d'élargir le propos. 5 millions et puis environ 600 000 euros par an, c'est pas énorme eu égard à l'investissement, notamment en moyens humains qu'on a effectué, puisque je vous rappelle que, par exemple, ça a été traité tout à l'heure ou en début sur la question des transports en commun. On est la première métropole en France à avoir mis en place l'UMTC, donc l'unité métropolitaine des transports en commun, c'est-à-dire une police métropolitaine des transports en commun, 32 agents. Si vous comparez le coût de fonctionnement au coût des 32 agents, honnêtement, c'est pas grand-chose. Mais je pourrais reprendre cet exemple sur les aspects prévention, etc., derrière. Donc moi, je n'oppose pas les questions de vidéoprotection. Je dis simplement, encore une fois, et je le répète, ça n'a du sens que si on l'inscrit dans un continuum de sécurité avec des moyens investis en matière de sécurité, mais aussi de prévention et sur l'ensemble de la chaîne, en fait, par rapport à ça. Et donc, la vidéoprotection en soi n'est pas, comment dirais-je, une fin en soi. Pour autant, je vois que les débats s'orientent, et c'est tout naturel, vers, en fait, qu'est-ce qu'on veut comme société aujourd'hui et demain. C'est ça qui se pose, en fait, très concrètement. Qu'est-ce que demain, comment on imagine notre devenir et un avenir commun demain autour de ça? Est-ce qu'on veut une société sécuritaire? C'est ça qui est posé derrière, avec des peurs d'un futur autocratique, voire pire encore, et où est-ce qu'on veut une société du bien-être partagée sur de l'espace public, notamment, mais pas que. Parce que traiter les faits de sécurité, c'est pas que traiter l'espace public.
faut quand même savoir que sur la majorité des faits, en fait, de délinquance et des faits délictueux, voire de crimes, beaucoup ont lieu dans l'espace privé. Sur les violences sexistes et sexuelles, la majorité ont lieu dans les espaces privés. Donc on a un gros travail à faire en la matière et à poursuivre. Et donc pourquoi l'espace public? Parce que l'espace public, c'est ce qui est le plus lisible, c'est le commun, c'est le salon commun, c'est ce qu'on partage, qui a pris d'ailleurs une importance de plus en plus forte, notamment depuis le déconfinement. Parce qu'il y a eu besoin de refaire commun, de rencontrer l'autre et l'altérité, en fait. Et en effet, on a tous notre carte mentale du risque. Et je vous invite à lire les travaux de Sébastien Rocher en la matière. Et qu'on n'est pas égaux face à cette notion de sécurité pure et dure par rapport à ça. Parce qu'en effet, lorsque on est sans domicile fixe à la rue, on est plus enclin à des violences au quotidien par rapport à ça. Lorsqu'on est fragilisé économiquement, on est plus enclin, en effet, à des fragilités aussi en termes de sécurité derrière pour telle ou telle raison. Et donc, on doit faire face à une forme d'américanisation de la société, c'est-à-dire, est-ce que demain, on veut des quartiers pour riches, entre guillemets, avec une sécurité privée, etc. Et puis derrière, il y a ceux qui n'ont pas la chance d'en profiter. Je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience qu'on a une responsabilité dans la construction de notre avenir commun. Et donc, ça veut dire que moi, je travaille que peu sur des a priori. Je me dis, oui, la technologie peut être intéressante si on met de l'éthique et si on le met fortement. Par contre, la rejeter, c'est peut-être une bêtise, parce que ça favorise aussi des faits de délinquance qui sont maîtrisés par des réseaux de délinquants qui utilisent aussi cette même technologie, en fait. Donc, il ne faut pas être naïf de notre côté, mais il ne faut pas être naïf de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'éthique, de la déontologie, et ça s'appelle tout simplement faire de la politique. Eh bien, on a un petit peu de temps maintenant pour toi, OL, c'est toi qui prends la main. Merci à vous pour le mot tous. de la fin. Merci à vous deux. Le mot de la fin, et le mot de la fin, vous l'avez aussi. J'ai un petit souci, là, pourtant j'ai eu le temps. Je suis fatigué aussi. Ouais, c'est ça. Là, c'est Menti, ouais, la technologie, tout ça. Là, c'est Menti, c'est là que j'ai capitalisé toutes les données que vous nous avez partagées. Et ce que je vous propose, c'est un petit mot de la fin qui va nous faire un joli nuage de mots. Mais tout ça, voilà, on l'a. On le garde et on va le transmettre au panel. Comme tout ce qu'on fait sur cette démarche, le but, c'est vraiment de libérer l'information au maximum. J'ai vraiment envie de remercier chaleureusement Thomas d'être là ce soir. C'est grâce à des personnes comme lui qui travaillent vraiment en profondeur ce sujet-là que nous, on arrive à travailler. C'est grâce aux enseignants-chercheurs, c'est grâce à tous les partenaires qui nous aident à capitaliser cette donnée qu'on arrive à vous la retransmettre aujourd'hui et que ce genre de temps existe. Merci d'être venu de Paris, je crois. Merci aussi à Denis Taledec, vraiment chaleureusement, et à Nantes Métropole, parce que moi, je peux vous le dire et le constater, qu'il y a les portes qui nous sont grandes ouvertes et on accède à des endroits où on n'aurait pas. On peut faire des interviews. Il y a un travail de fond avec les interviews, peut-être avec le procureur, peut-être avec les différentes instances dont vous avez parlé à venir, qui vont venir enrichir notre travail, enrichir la synthèse graphique que vous avez vue. La synthèse graphique que je vous ai présentée et qui vous sera transmise, elle continue de s'enrichir tout le long de cette démarche. Et pour moi, ça va vraiment être un livrable fort, et c'est grâce à cette transparence qui est pas seulement des mots à mes yeux. Et merci aussi à tous ceux qui nous aident dans cette démarche. Donc Florence, aujourd'hui, Florence, elle était animatrice d'une table ronde, mais c'est elle aussi qui va rédiger l'avis citoyen. Et elle nous accompagne sur tout le long du dispositif pour capter la matière et la retranscrire en mots. Il y a aussi Liv qui est derrière, qui est celle qui a fait la synthèse graphique que je vous ai présentée tout à l'heure. Et bien là, elle travaille à faire la synthèse graphique de cet atelier. Elle a capté tout le long de cet atelier un certain nombre de verbatim et d'éléments que vous avez partagés et qu'elle
qu'elle met en forme visuellement. Je ne sais pas si tu as l'occasion de le mettre sur le PC. C'est toujours dur pour elle, là, parce qu'elle a l'impression que son travail n'est pas fini. C'est un dessin graphique, et je lui demande de le passer là. Donc c'est assez inconfortable, c'est souvent comme ça. Merci Liv pour ce travail, et qui va être vraiment le fruit, enfin le livrable dépend de ce genre de soutien. À Sylvie, derrière la caméra, qui va nous faire des vidéos et qui vont, je l'espère, permettre de toucher d'autres personnes que les personnes présentes ce soir, puisqu'on va partager ça sur les réseaux et tout. Et puis à Claire et Christine qui nous accompagnent de Nantes Métropole. On a la chance d'avoir 2 salariés pour nous aider dans cette mission de démocratie participative. Et on les fait bosser, hein, je peux vous assurer, ça bosse dur. Hein. Les fonctionnaires, tout ça, c'est conneries, hein, ça bosse dur, hein, je peux vous le dire. Merci pour votre aide tout au long et d'être là le soir, tard, tout le temps. C'est aussi ça les fonctionnaires. Hein. Et évidemment, à mon copilote Kevin, avec qui je mène cette saisine, qui est là, et à vous tous et toutes d'être là ce soir, parce que si vous n'êtes pas là, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. C'est une table ronde, ça s'appelle une discussion. D'ailleurs, on n'aurait pas été ici, on aurait probablement été dans un bar. Donc merci d'être venus et de vous déplacer. Et vraiment, c'est utile pour nous. Et en tout cas, moi, je vais parler en mon jeu, puisque c'est ça dans la bulle de confort. J'ai l'impression de servir un peu à quelque chose quand je partage ça avec d'autres personnes. C'est ce qui me motive à faire des heures au carré. On est tous bénévoles au Conseil de développement, mais ce qui s'y passe, c'est des belles choses. Donc c'est aussi, j'ai envie de partager avec vous la joie et la richesse de l'engagement individuel. Et du coup, merci au panel, en parlant d'engagement individuel, qui prennent de leur temps pour remettre un avis. Ah.